l'humanité se rendra une fois de plus sur la Lune. La mission est prévue pour 2024. Des femmes, membres de l'équipage, poseront pour la première fois le pied sur la Lune. L'objectif principal de la mission sera d'établir une base lunaire afin de poursuivre les recherches qui permettront à la NASA de se préparer à une prochaine mission vers Mars. La NASA a prévu un vol habité vers la planète rouge pour les années 2030. Ce sont des astromobiles télécommandés qui jusqu'à maintenant exploraient la surface de Mars. Mais les astronautes devront creuser plus profondément pour trouver des traces d'eau et des fossiles et ainsi prouver que notre voisine a autrefois pu abriter une vie microscopique. De nouvelles données sur des planètes semblables à la Terre. Depuis son lancement en 2009, le télescope spatial Kepler a découvert de nombreuses exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Certaines d'entre elles ont une masse, une composition et des orbites semblables à celles de la Terre. La NASA prévoit de lancer une nouvelle génération de télescopes dans les années 2040. Ils nous aideront à trouver de véritables sosies de notre planète et même à prendre des photos de leur surface. Le retour de la comète de Halley. Il faudra attendre encore 41 ans avant de voir à nouveau la comète la plus célèbre. La comète de Halley nous rend visite comme tous les 75 ans. Certaines personnes réussiront donc à la voir 2 fois dans leur vie. La plus longue éclipse solaire. Dans 166 ans, je serai encore là, c'est sûr, le soleil s'obscurcira pendant 7 minutes et 29 secondes. C'est assez proche du maximum prévu. Ce sera aussi l'éclipse la plus longue que la civilisation humaine aura vue en 10 000 ans. L'arrivée de l'astéroïde le plus célèbre. 1950, DA était autrefois fortement suspecté, parmi les objets géocroiseurs que nous connaissons, de pouvoir un jour frapper notre planète. Heureusement, on a estimé par la suite que la probabilité qu'il le fasse était en fait inférieure à 0,1%. Il passera très probablement non loin de nous le 16 mars 2880. Note cette date dans ton calendrier. Et cela nous apportera la conviction que nous sommes en sécurité pour un moment. Cet astéroïde fait plus d'1 kilomètre de diamètre, ce qui est suffisant pour anéantir toute forme de vie sur Terre. Une nouvelle étoile polaire ? La Terre tourne comme une toupie. Observe bien l'un de ses jouets et tu remarqueras que sa pointe dessine des cercles dans l'air. L'axe de la Terre, une ligne imaginaire qui passe par les pôles, fait un tour complet une fois tous les 26 000 ans. Il s'oriente vers différentes étoiles en cours de route et notre étoile polaire change en conséquence. En l'an 3000, Gamma Cephei partagera le titre d'étoile du Nord avec Alpha Ursae Minoris car l'axe de la Terre sera orienté à mi-chemin entre ces deux astres. Une première supernova proche de la Terre. Antares est la 15e étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. C'est aussi une supergéante rouge en fin de vie, 12 fois plus grosse que le Soleil. Les étoiles aussi massives vieillissent jusqu'à s'effondrer sur elles-mêmes, produisant d'énormes supernovas. Pour Antares, cela se produira dans seulement 10 000 ans, ce qui n'est rien pour une étoile de 12 millions d'années. L'explosion qui en résultera sera trop lointaine pour affecter la vie sur notre planète de manière négative. Mais le spectacle sera visible d'ici, même en plein jour. Message à l'univers transmis. Arecibo est le nom d'un message codé décrivant l'humanité, la vie sur Terre et l'avancement de nos connaissances scientifiques. Il a été diffusé depuis le radiotélescope d'Arecibo et vise le centre de l'amas M13 situé à 25 000 années-lumière de notre planète. Dans 25 000 ans, il atteindra enfin sa destination. La nouvelle étoile la plus proche. Dans environ 36 000 ans, l'étoile Ross 248 sera l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouvera à seulement 3 années-lumière de nous et détrônera Proxima Centauri qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. Ross 248 restera l'étoile la plus proche pendant environ 9 000 ans, puis elle s'éloignera à nouveau. Mais alors, le quartier ne t'a pas plu ? Le premier objet interstellaire fabriqué par l'homme. Dans 40 000 ans, Voyageur 1 atteindra un point situé à 1,5 années-lumière de l'étoile Gliese 445. Cette sonde est entrée avec succès dans l'espace interstellaire en 2013. Malheureusement, ces systèmes tomberont en panne en 2025 ou peu après. Voyageur 1 porte aussi un message, un enregistrement sonore du mot bonjour en 55 langues, de la musique classique et du rock'n'roll, ainsi que des sons de notre chère faune terrienne. Saturne mise à nu. Dans 100 000 ans, Saturne perdra ses magnifiques anneaux.
Cela se produira peu à peu, sa gravité colossale attirera progressivement toutes les roches et les fragments de glace qui forment cette ceinture si célèbre. Ils finiront tous par tomber et seront écrasés et brûlés par l'atmosphère de la planète. Comme c'est dommage! Mais ce système d'anneaux se trouve au milieu de son cycle de vie. Nous sommes donc incroyablement chanceux d'avoir pu le voir dans toute sa splendeur. Une supernova vraiment effrayante. L'étoile WR104 explosera en une supernova dans 300 000 ans. Cette étoile est située à 75 000 années-lumière de nous, et son explosion ne nous affectera pas du tout. Mais il y a une petite chance qu'elle produise aussi un sursaut de rayons gamma. Si ce flux d'énergie se trouve être dirigé droit vers nous, il aura un impact négatif sur la vie terrestre. Bonne nouvelle, les scientifiques disent que c'est très peu probable. Collision de lunes. Les lunes d'Uranus forment un système très instable. Certaines suivent des orbites qui se croisent. Uranus a déjà 2 anneaux de débris provenant des collisions passées de ses satellites naturels. Desdemone et Cressida vont s'écraser l'une contre l'autre au cours du prochain million d'années et produire de nouveaux anneaux. Une étoile beaucoup trop proche. L'étoile vagabonde Gliese 710 s'approche de notre système solaire et elle n'en sera qu'à 1 année-lumière d'ici 1,3 million d'années. Cela n'aura pas d'impact majeur sur les planètes, mais sa venue pourrait perturber le nuage de Oort, qui entoure notre système solaire et qui est plein de comètes. Depuis la Terre, l'étoile ressemblera aux planètes les plus brillantes de notre ciel actuel, et nous observerons un plus grand nombre de comètes. Une supernova dans notre voisinage. D'ici quelques millions d'années, l'étoile Spica, qui se trouve à seulement 240 années-lumière de nous, explosera en supernova. Les supernovas commencent à représenter un problème pour la vie si elles se trouvent 3 fois plus près que ça. Mais celle-ci brillera quand même dans notre ciel avec une luminosité comparable à celle de la pleine lune. Une capsule temporelle pour les générations futures. Le satellite Lageos 1 a été lancé en 1976 pour recueillir des informations sur la forme exacte de la Terre et le mouvement des plaques tectoniques. Mais il emportait aussi des informations sur notre civilisation à l'époque. Il rentrera dans notre atmosphère dans 8,4 millions d'années. Si l'humanité existe encore à ce moment-là, elle apprendra comment était la vie sur Terre de notre vivant. Enfin, pour ceux qui vivaient dans les années 70. Des anneaux pour Mars. La lune de Mars, Phobos, est en orbite très près de la surface de sa planète mère et elle s'en rapproche de 60 cm par siècle. Dans 50 millions d'années, elle entrera en collision avec Mars, ce qui entraînera la mise en orbite d'une immense quantité de débris qui formeront un système d'anneaux autour de la planète rouge. Comme j'ai hâte de voir ça! Les jours sur Terre vont s'allonger. Vraiment? Il y a 1,4 milliard d'années, la Lune était beaucoup plus proche de notre planète. Elle la faisait tourner plus vite, donc une journée ne durait que 18 heures. La Lune s'éloigne toujours plus de la Terre. Dans 180 millions d'années, nous gagnerons 1 heure supplémentaire. Dans un peu plus de 2 milliards d'années, une journée sur Terre durera 36 heures. Plus d'éclipses solaires. Dans 600 millions d'années, la Lune se sera trop éloignée de la Terre pour cacher le Soleil lors des éclipses. Celles-ci deviendront chose du passé. Le Soleil va devenir trop lumineux. D'ici 1 milliard d'années, le Soleil aura augmenté sa luminosité de 10%. Cela sera dévastateur pour les planètes du système solaire, et la vie sur Terre ne sera plus possible au-delà de ce point. Entre-temps, espérons que notre espèce aura trouvé un nouveau foyer planétaire. Le Soleil avalera les planètes intérieures. Dans 5 milliards d'années, le Soleil commencera à se transformer en géante rouge, devenant des centaines de fois plus gros qu'il ne l'est actuellement. Il gonflera tellement qu'il finira par engloutir Mercure, Vénus et peut-être la Terre. La nouvelle zone habitable pourrait alors se déplacer vers les orbites de Jupiter et de Saturne. Ce processus prendra un peu moins de 3 milliards d'années, et puis le Soleil atteindra sa taille maximale. Après ça, notre étoile se transformera en naine blanche. L'événement le plus spectaculaire de tous les temps. À peu près au même moment, la galaxie qui se trouve être la plus proche de nous, Andromède, se rapprochera encore de la Voie lactée. Si nous pouvions l'observer à ce moment-là, nous la verrions prendre des proportions de plus en plus impressionnantes. Ensuite, les 2 galaxies commenceront à fusionner. De lumineuses étoiles bleues exploseront. De nouvelles constellations verront le jour. Les 2 galaxies spirales ne formeront plus qu'une seule galaxie elliptique géante. Et voilà, j'ai mis une alarme sur mon smartphone pour ne pas manquer tout ça.
Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés.
vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congélions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Le 2 août 1996, d'immenses dessins mystérieux sont apparus dans un champ agricole à Chiseldon, en Angleterre. Personne ne savait ce qu'étaient ces symboles et qui en était l'auteur. Dès que les journaux en ont parlé, les habitants ont immédiatement commencé à faire des suppositions. Selon la version la plus populaire, il s'agissait du message d'une civilisation extraterrestre. Les premiers agroglyphes sont apparus dans les années 70 dans différentes régions des États-Unis et de l'Angleterre. Certaines personnes comparent ces symboles aux inscriptions des anciens Mayas. D'autres pensaient qu'il s'agissait de messages relatifs à une apocalypse imminente, mais la plupart s'accordaient sur le fait qu'ils étaient le fait d'une civilisation inconnue. Ce motif géographique à Chiseldon est toutefois différent des autres en raison d'un événement qui s'est produit 8 ans plus tard. En 2004, un homme a trouvé une pierre étrange à 17 km de Roswell au Nouveau-Mexique. Il y avait sur la pierre le même motif que dans le champ de Chiseldon. Il faut savoir que Roswell est devenu un lieu célèbre après le crash supposé d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Du coup, lorsque l'agriculteur a trouvé cette pierre et en a publié une photo sur Internet, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'elle avait un lien avec ce vaisseau. La pierre était parfaitement lisse et le motif y avait été dessiné avec une précision extraordinaire. Mais le plus remarquable, c'était ses propriétés magnétiques. Elle se mettait à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on plaçait un aimant à côté, au nord. Lorsqu'on plaçait l'aimant côté sud, la pierre tournait dans l'autre sens. Grâce à l'analyse tomographique et aux rayons X,
on a pu constater que rien à l'intérieur de la pierre ne pouvait entraîner cette rotation. Il ne s'agissait que d'un morceau de roche lisse. La pierre de Roswell venait-elle vraiment d'un vaisseau spatial? Pour répondre à cette question, nous devons nous rendre en Angleterre en 1976. Un artiste du nom de Doug Bower proposa à son ami Dave Shorley de créer une œuvre d'art spectaculaire. À cette époque, on ne connaissait les agroglyphes que par les livres et les disques. Et bien sûr, la réalité de ce phénomène n'avait jamais été confirmée scientifiquement. Les deux amis savaient que tout cela n'était que superstition. Ils décidèrent donc de dessiner un grand motif dans un champ de blé du Wiltshire. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur dessin attire autant l'attention. Un grand nombre de journaux publièrent des articles sur ces mystérieux cercles. Des centaines de journalistes vinrent les filmer et les gens furent stupéfaits devant leur télévision. À partir de là, les agroglyphes devinrent un véritable phénomène culturel. En mêlant faits et fiction, on donne naissance à des légendes de plus en plus invraisemblables. Une personne déclara avoir vu des lumières mystérieuses dans le ciel juste au-dessus des cercles. Et nos deux amis continuèrent à dessiner des motifs dans des champs et ne révélèrent leur secret qu'en 2009. Ils furent également les auteurs du dessin de Cheseldon, mais ils n'avaient rien à voir avec la pierre de Roswell. Ils ont plus tard affirmé qu'il ne pouvait s'agir que d'un faux. D'autres artistes avaient très bien pu copier leurs motifs en utilisant des outils adéquats. L'un des livres les plus mystérieux du monde est le manuscrit de Voynich. Personne ne sait qui en est son auteur, mais on sait qu'il date du XVe siècle. Le contenu de ce livre, composé de 240 pages, reste un mystère depuis plus de 500 ans. Imagine ça, tout y a été écrit à la main dans une langue inconnue. Presque toutes les pages sont ornées d'étranges représentations féminines et de plantes bizarres. Le livre, qui a été découvert en 1912, a immédiatement fait sensation. De nombreux scientifiques, polyglottes et historiens ont essayé de déchiffrer sa langue et d'en comprendre le sens. Ils l'ont ensuite publié en ligne afin que les internautes tentent d'en résoudre les mystères. Et il semble qu'un certain Nicholas Gibbs, un historien et écrivain, ait réussi. Il avait passé des années à étudier le latin et la littérature médiévale. Gibbs remarqua un jour que le manuscrit contenait des abréviations latines souvent utilisées dans les traités médicaux et la littérature du Moyen-Âge. Il découvrit même que l'ouvrage était un plagiat d'autres livres de référence plus anciens. Il compara le manuscrit de Voynich à d'autres manuscrits et y trouva les mêmes mots latins en de nombreux endroits. Sa conclusion fut qu'il s'agissait d'un ouvrage médical sur la santé des femmes et que ces fleurs mystérieuses étaient de véritables herbes et plantes. Mais ce n'était pas si simple. Nicholas Gibbs était loin d'être le seul à avoir avancé cette théorie. De nombreux scientifiques jugèrent sa version banale et peu convaincante. D'autres déchiffreurs affirmèrent que l'auteur était un véritable cryptographe. D'autres encore étaient sûrs que le manuscrit avait été écrit par des moniales dominicaines. On l'a également décrit comme un livre sur l'astrologie et les plantes médicinales. Quoi qu'il en soit, tu peux en trouver des scans de haute qualité sur Internet et essayer toi aussi de le déchiffrer. Imagine que tu te promènes à New York et que tu pénètres dans une ruelle sombre et déserte. À un moment, tu vois une magnifique toile qui dépasse d'une poubelle. Tu ne comprends pas vraiment ce qui y est représenté, mais tu te dis quand même qu'il s'agit là d'une puissante œuvre d'art. Tu ramènes la toile chez toi et tu l'accroches à ton mur. Et elle reste là pendant presque 4 ans. Un jour, tu publies une photo de ton tableau sur un site consacré aux objets d'art et tu découvres que cette toile est un chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est une histoire vraie, c'est arrivé à une New-Yorkaise en 2003. Ce tableau intitulé « 3 personnes » a été peint en 1970 par le célèbre artiste mexicain Rufino Tamayo. Un collectionneur l'avait acheté et offert à sa femme. Mais en 1989, quelqu'un avait volé l'œuvre pendant qu'ils déménageaient dans leur nouvelle maison. Le voleur n'aimait peut-être pas les tableaux ou il est possible qu'il n'ait pas trouvé d'acheteur et qu'il s'en soit tout simplement débarrassé. La femme qui l'a trouvé a rendu l'œuvre à son propriétaire et a reçu une récompense de 15 000 $. Il arrive fréquemment que des tableaux finissent dans les poubelles. Van Gogh offrait souvent ses œuvres, mais ceux qui les recevaient ne le prenaient pas au sérieux à l'époque. Lorsque certains de ces tableaux ont été trouvés des années plus tard, ils ont été estimés à des dizaines de millions d'euros. Par exemple, l'artiste avait donné l'un de ses portraits à son médecin. Celui-ci fut horrifié par le style trop moderne du peintre. C'était peut-être la chevelure rouge qui ne lui plaisait pas. Il donna le portrait à sa mère qui lui trouva un usage.
Elle boucha un trou de son poulailler avec le tableau. Pendant plus de 10 ans, les poulets de cette dame vécurent avec l'œuvre d'art. Puis, un autre artiste trouva le tableau. Il l'acheta au docteur pour quelques centimes. Aujourd'hui, il est estimé à 50 millions de dollars. Il s'est produit quelque chose de semblable avec une œuvre d'art mise au rebut en Italie. Un jardinier travaillait au musée d'art moderne Ricci Audi. En taillant le lierre des murs du bâtiment, il a découvert une vieille porte métallique cachée. Il l'a ouverte et est entré dans une pièce sombre. Il y avait un sac poubelle posé là. Le jardinier pensait devoir le jeter, mais il a d'abord décidé de regarder dedans. Et il a trouvé l'œuvre perdue du célèbre artiste Gustav Klimt. Pendant la rénovation de la galerie en 1997, quelqu'un avait volé le tableau intitulé « Portrait d'une dame ». Et il s'avérait que le voleur ne l'avait jamais sorti du bâtiment. Sa valeur est estimée à 66 millions d'euros. En 1901, des pêcheurs d'éponges de mer ont découvert un coffre mystérieux dans les fonds marins grecs. Il y avait un objet étrange à l'intérieur, une espèce d'horloge mécanique de la taille d'une boîte à chaussures. La découverte a vite attiré l'attention des archéologues. Et ils ont établi que cet objet avait été créé en Grèce antique il y a environ 2200 ans. Ils l'ont appelé le mécanisme d'Anticythère. Il se trouve aujourd'hui au Musée archéologique national d'Athènes. Les experts ont constaté que cet objet ne comporte que 82 pièces, soit un tiers du mécanisme original. On ne sait toujours pas qui l'a créé et comment il fonctionne. Mais les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un ordinateur mécanique doté d'engrenages en bronze. Il aurait été utilisé pour le calcul astronomique. La machine pouvait enregistrer les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes du système solaire. Les experts essaient encore d'en comprendre toutes les fonctionnalités. On considère que c'est le plus vieil ordinateur du monde. Cela prouve que le développement technologique de l'Antiquité était bien plus avancé que ce que nous pensons généralement.